L'Islande, tu en rêves depuis longtemps, chevauchant ta moto avec ta moitié, sur des pistes défoncées, dans des paysages extraterrestres. Aventurier, tu vas prendre des bains dans des sources d'eau chaude, dans un paysage désertique, de lave, comme Lolo Cochet avec Betty. Tu en as vu des films sur YouTube, tu en as rêvé de l'Islande. Cela fait 1 année que tu as préparé ton voyage. On oublie les pistes défoncées, à 2 sur un maxi-trail chargé, nous ferons au mieux en terre viking de la DFCI. Le couchage à la belle toile, ou en tente, tu oublies, car à ton âge, pas certain que le matin tu puisses remonter sur ta moto. Les volcans, la chaleur de la terre, le soleil, et là quand tu débarques, tu tombes sur cela, un temps digne du Nord avec un crachin breton. Et tu hallucines car sur les sites météo, on te dit une température comprise entre 8 et 18 degrés. Sauf que là, il fait 5 degrés, et pour cette première journée, tu n'as pas prévu le thermolactyle à poil de yak. Les 225 km du premier jour vont nous paraître bien longs. Il ne faut pas avoir peur de ces caméras. Ce ne sont pas des radars, mais des systèmes de surveillance du réseau routier pour connaître l'affluence et les conditions météo. Premier arrêt pour mettre les vêtements de pluie. Il paraît que la vue sur cette route qui mène à Gilstadir est magnifique. Le temps est plus doux, 7 degrés, et tu oublies un déglingos qui le fait seul à vélo. Au moins lui, il a chaud. Une particularité de l'Islande, un point à voie unique, derrière une caravane car l'Islandais, il est fanat du caravaning, à croire qu'il vient de Hollande. Tu passes devant la route qui t'amène au lac d'Agja, que nous ferons demain, et tu en rêves déjà. Première halte, après 3 heures et 185 km dans le froid et sous la pluie, le lac cratère de Viti. Nous passons sous les tuyaux de la centrale géothermique de Kraftla, digne d'un décor de James Bond, avant d'arriver à Viti. Viti, ou Kraftla Viti, soit enfer en islandais, est un volcan qui est apparu en 1724. Un lac s'est créé en moins de 5 ans et ses eaux bleues proviennent des algues contenues dans l'eau. Il paraît que la vue est magnifique. Oh la vache, comme il fait beau. Les caméras qui prennent les plaques d'immatriculation pour payer le parking, sauf qu'à moto, ta plaque est à l'arrière et que le logiciel de paiement ne veut rien savoir, car il ne te retrouve pas dans sa banque de photos. Au final, nous n'avons pas payé, mais cela a été le seul parking en Islande. Verir est à visiter. C'est l'un des plus vastes champs solfataresques du pays. Je fais mon intéressant car avant aujourd'hui, je ne connaissais pas ce nom qui veut dire terrain volcanique qui dégage des fumerolles sulfureuses. Le magma remonte des profondeurs de la Terre pour s'approcher de la surface. La chambre magmatique se trouve à moins de 3 km de la surface. Et donc, quand l'eau descend dans le sol et rencontre des zones de haute température, elle remonte pressurisée et acidifiée. Elle va alors dissoudre la terre et les minéraux du sol, pour remonter et jaillir sous forme de vapeur ou d'eau bouillonnante. L'eau est entre 100 et 120 degrés. Dernière halte de la journée sur le site de Dimmuborgir, ou les châteaux sombres en islandais. C'est une zone de roches volcaniques noires située juste à l'est du lac de Mývatn. Dimmuborgir a été formé il y a plus de 2300 ans, au moment où une éruption volcanique a violemment touché la région. La lave s'est alors écoulée dans une fissure de 12 km le long au sud du cratère Hverfall. Le lac de lave qui s'est créé s'est ensuite solidifié. Les échappements de vapeur d'eau contenus dans le sol ont refroidi en remontant au travers de la lave, provoquant des formations en colonnes, créant des sculptures de lave étonnantes. Ce site a servi de lieu de tournage pour les décors de l'amphithéâtre de Mance Rayder dans Game of Thrones. Fin de la journée pour rejoindre notre logement au sud du lac de Mývatn. Mývatn, c'est le lac aux mouches. Nous avions donc acquis des moustiquaires de tête pour nous protéger de ces insectes insupportables. Avec 5 degrés de température, les mouches ont préféré rester à la maison dans leur fauteuil, charentaises aux pattes. Aucune mouche n'est venue nous embêter. La superficie du lac de Mývatn est de 37 km². Le lac et les marais alentours constituent une aire protégée depuis 2004. Le lac, troisième étendue d'eau naturelle du pays,
reste gelé 6 mois de l'année. C'est l'unique endroit habité des Hautes-Terres, et ce depuis l'installation des Vikings entre le 9e et le 10e siècle. Il pleut ce matin et la température n'excède pas 8 degrés. Florence, à juste titre, me dit qu'il n'est pas prudent d'aller à Gja parce que nous n'allons rien voir. Elle me dit également qu'il faut traverser 2 gros gués et que nous aurons les pieds trempés toute la journée, ce qui ne l'intéresse pas spécialement. La mort dans l'âme, nous nous reconfigurons pour faire une boucle sur les fjords de Sigulfjordur. Ce sera la plus longue étape de notre séjour, avec 480 km. La cataracte de Godafoss est visible à près de 10 km avec ses volutes de vapeur d'eau. 12 mètres de chute et 30 mètres de largeur, mais également une horde de touristes débarqués des bateaux de croisière car le site est à proximité du port d'Akureyri. Godafoss, où la chute des dieux a été nommée ainsi en l'an 1000 pour marquer le passage de la population des rites païens au culte chrétien. Ce n'est pas la chute d'eau qui m'a le plus marqué, mais étant la première sur le parcours, nous en avons gardé un excellent souvenir. Akureyri, située à une 60aine de kilomètres du cercle polaire, est la deuxième ville la plus grande du pays, avec 18 000 habitants. Akureyri, c'est une rue piétonne et une cathédrale, que nous ne pourrons visiter car fermée pour travaux. La Baraka. 3 vitraux du XVe siècle proviennent de la cathédrale de Coventry, mis à l'abri des bombardements allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Atterris mystérieusement et par la grâce de Dieu chez un antiquaire londonien, ils furent vendus à un Islandais. C'est aussi la ville où les feux rouges sont en forme de cœur, ce qui permet d'attendre Cupidon dans le froid. Comme les ponts, beaucoup de tunnels sont à voie unique en Islande, mais sans feu pour réguler le trafic. Un sens est prioritaire. Les véhicules en sens opposé devant se garer, à l'approche d'un véhicule en sens opposé, dans l'un des refuges qui sont espacés de 200 mètres. Le tunnel fait quand même 5 km de long. C'est bizarre, mais cela fonctionne assez bien, même si nous verrons plus tard que les indications en islandais peuvent conduire à des situations dangereuses. Les Islandais ont même pensé aux kamikazes qui souhaiteraient l'emprunter à cheval. Arrêt ravitaillement à Sigulfjordur, une station où flotte un énorme étendard où est inscrit « Non à l'Europe ». Durant cet arrêt, en béquillant la moto, un liquide visqueux sort du sabot. Le niveau d'huile est à surveiller, mais au final, c'est de l'eau mélangée à des hydrocarbures agglomérés à de la poussière volcanique. Lors du retour sur Mivat, la météo s'améliore et nous décidons de nous arrêter au Retromatus d'Hofsås pour prendre un chocolat et une part de gâteau aux noix dans une maison de 1921. Hofsås, ville de 200 habitants, est l'un des plus vieux ports de commerce d'Islande. Créé au XVIe siècle, il habite le centre d'immigration islandais dont la coopérative fabrique l'intégralité des drapeaux islandais du pays. Au loin, les fumerolles de la centrale géothermique de Krafla qui annoncent que nous ne sommes pas loin des bains thermaux de Mivat. Normalement, sous le soleil, les bains ressemblent à cela. Et ben voilà. Après avoir payé 42 € par personne, nous récupérons pendant 1h30 dans une eau à 38 degrés. Le retour m'a frigorifié, et malgré mes sous-vêtements techniques grand froid, je suis parcouru par des frissons comme si j'avais Parkinson. Le bar est sympa, mais attention, en Islande, il est interdit de conduire après avoir bu, et les Islandais respectent scrupuleusement cette règle. Retour à la chambre où nous préparons le repas type du séjour, chips, jambon, pâtes, pommes, arrosé d'une bière locale, la Viking. Cette troisième journée en Islande, donc de 157 km, nous emmène voir les baleines à Husavik. Pas de pluie à l'horizon, 10 degrés, c'est l'été indien. Si les chutes d'eau de Godafoss m'ont laissé de marbre, celles de Dettifoss et Selfoss sont, à mes yeux, beaucoup plus belles. Si le site est moins facile d'accès que celui de Godafoss, il mérite amplement de s'y arrêter. Ce qui est saisissant sur ce site, c'est le calme de la rivière dont les eaux proviennent du Vatnajökull, plus grand glacier d'Europe
et la fureur assourdissante de la cascade qui y suit. Des Tifos serait la cascade la plus puissante d'Europe. Haute de 44 mètres et large de 100 mètres, la chute possède un débit d'environ 500 mètres cubes par seconde en été. Le cheval islandais, Estu, constitue la seule race de chevaux élevée sur cette île, sans croisement depuis plus de 1000 ans. L'Islande interdit en effet toute importation de chevaux depuis le Xe siècle. Les premiers chevaux ont probablement été amenés en Islande par bateau, entre 860 et 935 par les Vikings, l'île n'ayant jamais eu de poney indigène. La population chevaline islandaise est estimée à 77 000 têtes. Tout cheval exporté de l'Islande ne peut jamais revenir dans ce pays. La moitié des 373 000 habitants de l'île habitent sur Reykjavik, ce qui laisse de vastes étendues vierges pour un pays qui fait le 5e de la France. Húsavík, ville de 2500 âmes, est souvent appelée la capitale de l'observation des baleines en Europe. Nous arrivons à un jour particulier, puisque c'est le Candle Days. La ville est divisée en 3 quartiers, rose, orange et vert, et la population décore les maisons, les entreprises, les poteaux lumineux et eux-mêmes à leur couleur. Après avoir enfilé des Moby Dick, ces combinaisons chaudes de couleur rouge, nous embarquerons sur le Moby Dick pour une navigation de 3 à 4 heures. We are full equipped. Nice trip. Thanks. Il n'existe que 2 types d'embarcations pour observer les baleines, soit des smyrigines qui permettent de se déplacer très vite, soit des anciens chalutiers reconvertis en bateaux touristiques plus lents mais plus confortables. Pour 70 € par personne, l'observation des baleines à bosse, qui sont les espèces les plus communes dans la baie de Scalfandi, s'offre à vous. Tous les touristes sont mis à contribution pour détecter les baleines et en moins d'1 heure, le premier contact est établi. Mada, une Portugaise qui suit un doctorat sur les cétacés, sera notre guide. A noter que ce tourisme permet aux étudiants étrangers à payer leurs études dans un pays où tout est cher. Nous rentrons au port, certains sont à l'agonie, sujets au mal de mer. Parmi les touristes, nous rencontrons un jeune couple de motards espagnols, tous les deux en KTM 890. Ils nous confient que la veille, à Akja, ils ont eu 1 degré et qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Après avoir traversé la fête et son podium concert, nous nous changeons pour nous mêler à la foule islandaise, où c'est 50 nuances de pull gris. Bière pression au Gamli Bokur, un très beau bar-restaurant sur le port. Au début, j'ai cru que c'était une maquette, mais c'est un vrai bateau de pêche. Pour en finir avec les pâtes, dîner au restaurant Nostid, avec une folie. En entrée partagée, un loup au chorizo, patate douce. Filet de faitan pour moi, fish and cheese pour Flo, arrosé d'un verre de Riesling pour 14 000 couronnes, soit 92 €. La vie est vraiment chère en Islande. Que ce soit à la fête, au bar, au restaurant, point de contact avec les Islandais. Aurons-nous plus de chance ce soir en arrivant au B&B tenu par Isabelle ? Pas plus d'échanges avec Isabelle. Les Islandais seraient-ils des ours ou des timides maladifs, ou préféraient-ils rester entre eux ?